Bonjour Marc et bienvenue Bonjour. sur le plateau. Alors on va parler de politique étrangère, Jacques Attali. Je cite votre ouvrage, enfin le dernier, mais très vite je crois que vous allez en écrire encore une bonne dizaine à la chaîne. Alors demain, qui gouvernera le monde? Vous écriviez que l'histoire, celle des empires, des royaumes, des gouvernements, des hyperpuissances sont appelées à disparaître ou à renaître sous d'autres formes. En clair, vous soulignez l'impermanence des choses. Comment jugez-vous ce qui s'est passé en Tunisie avec la victoire du parti islamiste Ennahda? Est-ce un retour en arrière ou est-ce un passage obligé pour une future démocratie? Moi, je suis très confiant dans le long terme et très inquiet des transitions. Voilà, en gros. Donc je suis très confiant sur le long terme dans le monde, parce qu'il y a à la fois une dynamique de liberté, une dynamique de démocratie et une prise de conscience des peuples que tout ça ne peut pas continuer comme ça. Mais évidemment, il faut bien gérer les transitions. Alors sur la question tunisienne, je crois que vous avez eu la gentillesse de citer ce livre, et je crois qu'il est très important toujours de regarder dans l'histoire s'il y a des précédents intéressants. Alors, il y a deux types de révolutions. Il y a les révolutions qui sont faites par des chefs qui veulent la conduire et la mener quelque part. C'est le cas de la révolution soviétique, c'est le cas de la révolution cubaine, c'est le cas de la révolution chinoise. Puis il y a des révolutions qui sont menées par les peuples et qui ont des à-coups de toute nature et on ne sait pas où elles vont. C'est le cas de la révolution française en particulier. Et je pense que la révolution française est un modèle très intéressant. Il y a eu plein d'étapes, il y a eu la terreur. Voilà. Et nous sommes arrivés en démocratie qu'en 1945 avec le vote des femmes, et on peut dire même qu'en 1981 avec l'abolition de la peine de mort et de la pénalisation de l'homosexualité, la dépénalisation de l'homosexualité, la fin de la pénalisation. Alors, demander aux Tunisiens de sortir d'une dictature dans laquelle Louis XVI était Ben Ali en quelques semaines, ça n'a pas de sens. Il y aura des étapes. Elles peuvent être conduites d'une façon ou d'une autre. Quand il y a un chef, je n'ai pas cité l'exemple de Khomeini en Iran, il y avait un chef et donc ça a conduit là où on sait. Donc c'est pourquoi je pense que la révolution tunisienne connaîtra différentes phases, que personne ne sera... Il faut s'en inquiéter de ces différentes phases. Il faut aider à ce que ces phases soient les mieux passées possibles. L'aider sans ingérence excessive. Aider, ça veut dire à tout prix créer les conditions pour que la Tunisie ne regrette pas le passé et que le plein emploi soit là. Je crois que la clé, c'est le lien entre démocratie et emploi. Mais pour élargir, il y a eu la Tunisie, il y aura probablement l'Égypte à la fin du mois, peut-être le Maroc, où il y aura aussi des élections. Il y a eu certaines déclarations du nouveau leader libyen sur l'application de la charia, et on s'inquiète en Occident de voir le printemps arabe se transformer en automne, voire en hiver islamiste. Est-ce que c'est nécessaire et est-ce que c'est un bien, finalement? Écoutez, transformer tout le débat qui se passe en islam en Europe, et remplacer toutes les discussions qui ont lieu sur l'héritage chrétien de l'Europe, sur le fait que l'Europe doit rester un continent chrétien, et remplacer le mot chrétien par musulman. Et nous serions choqués, comme eux sont peut-être choqués de nous entendre dire ça. Autrement dit, que chacun revendique ses origines religieuses, c'est normal. C'est normal. La seule question, c'est d'installer une situation laïque qui permet de relativiser le religieux dans le présent, mais pas dans le passé. La laïcité est-elle adaptable? La laïcité, en France, c'est quelque chose de très précis. C'est la loi de 1905 qui interdit à l'État de financer des cultes. Ça, c'est ça la laïcité française, même si l'État a financé dans le passé certaines religions et aujourd'hui n'en finance pas d'autres. Donc, qu'une nation revendique une identité dont évidemment la source est religieuse, c'est pas contestable, ce n'est pas choquant, c'est même naturel et souhaitable. La question, c'est qu'ensuite, comment elle le dépasse, comment elle l'inscrit, comment elle tolère ceux qui ne participent pas à cela. Et je crois que ceci, comme on dit en anglais, the jury is still out, c'est-à-dire ce n'est pas encore clair. Donc, moi, je ne suis pas inquiet de la revendication d'identité musulmane, ne confondant pas musulmane avec islamique et islamique avec islamiste, trois choses différentes. Donc, qu'une nation revendique une identité musulmane, c'est un fait. Qu'ensuite, cette identité musulmane s'inscrive dans un courant moderne, démocratique, c'est-à-dire qu'elle tolère ceux qui ne le sont pas, c'est une question mais qui reste. par exemple, ce qui s'est passé très vite là, en Libye, après la mort de Kadhafi, tout de suite l'annonce de l'adoption de la charia, est-ce que c'est pas une façon pour les Libyens de ne pas laisser l'empreinte des Occidentaux en Libye, et notamment celle de l'OTAN?
Oui, on peut voir ça comme ça. On peut aussi voir que le nouveau Premier ministre libyen est quelqu'un qui a été entièrement formé aux États-Unis, qui est un professeur d'université en sciences et qui n'a pas l'intention de s'en laisser compter en matière de droits de l'homme, d'après ce que je comprends. Nécessaire, peut-être. J'en sais, je pense que nous sommes, n'est-ce pas, Marx donne les tendances de long terme et Shakespeare donne les batailles quotidiennes. Voilà les deux grands maîtres à penser. Aujourd'hui, Marx nous dit, nous allons vers la démocratie et la liberté. Shakespeare nous dit, les hommes peuvent s'entretuer. Donc rien n'est fait. Ni en Libye, il faut pas, parce qu'il y a une déclaration d'un homme qui d'ailleurs ne compte presque plus aujourd'hui, quelques jours après l'avoir dit, y voir une importante partie que le mot charia a tellement de significations différentes. Je ne défendrai pas, évidemment, je suis hostile à tout totalitarisme religieux, quel qu'il soit, catholique, juif ou musulman, mais je pense qu'il ne faut pas diaboliser des évolutions. Il n'y a pas d'agenda caché. Il y a des agendas. Tout le monde a un agenda. Les salafistes ont un agenda, évidemment, qui est d'entrer... Mais les islamistes qui ont gagné en Tunisie, ils vont peut-être faire pareil en Égypte. Vous leur faites confiance. On verra bien. On verra ce qu'il en est. Il y a le modèle turc peut aussi être un espoir, même s'il n'y a pas d'armée en Tunisie comme il y a forte comme il y a en Turquie. Donc chaque modèle est ouvert. Je pense que la bataille est entre les mains, surtout des femmes. Ce sont les femmes égyptiennes, saoudiennes, syriennes, iraniennes, tunisiennes, marocaines qui vont très largement déterminer avec l'adoption de la charia, c'est un peu difficile. Mais bon, je voudrais qu'on parle de la Syrie. Bachar el-Assad semble dire qu'il est le pilier essentiel d'un équilibre fragile dans une région compliquée et très explosive. Est-ce, à votre avis, une menace ou est-ce une réalité quand on voit aujourd'hui les équilibres, que ce soit avec Israël, l'Arabie saoudite ou même l'Iran? Il est évident qu'un dictateur aussi sanguinaire, qui a étonnamment d'ailleurs repris les traces de son père, doit partir. Alors comment il va partir? Est-ce qu'il tombe tout seul ou est-ce qu'on fait partir? Il y a une immense consensus dans le monde arabe pour le faire partir. Donc il est pris en tenaille entre un peuple magnifique. Donc il ne peut pas tenir. Non. Peut pas tenir. Mais il tombera tout seul. Non, mais il a l'air quand même de s'accrocher. Il s'accroche, mais les pressions qui ne sont pas militaires, parce que c'est exclu. Vous imaginez qu'est-ce que c'est militairement faire une guerre en Libye, c'était possible, n'est-ce pas? On ne fait pas les guerres qu'on doit faire, on fait les guerres qu'on peut faire. C'est malheureusement ça. On ne fait pas les guerres qu'on doit faire, on fait les guerres qu'on peut faire. Et souvent, les guerres qu'on peut faire ne sont pas les guerres qu'on doit faire. Et les conséquences de ce qu'on a fait en Libye se verront malheureusement avec la profusion des armes de l'OTAN à travers l'Afrique qui est extraordinairement inquiétante. Mais évidemment, cette guerre-là, on ne peut pas la faire. Donc, ce n'est pas la peine d'en parler. C'est comme la guerre qui aurait libéré le peuple hongrois en 1956 ou le peuple tchèque en 1968. On ne pouvait pas la faire. Donc, on ne l'a pas faite. Et celle-là non plus. On ne peut pas envoyer des troupes ou des avions. On laisse mourir le peuple. Ben, on ne peut pas le faire. C'est pas qu'on laisse mourir le peuple, c'est qu'on ne peut pas. Il y en aurait d'autres peuples à travers le monde. Pourquoi il y a eu une intervention en Libye? Pourquoi il y en a pas? Je vous ai dit, parce qu'il y a des guerres qu'on peut faire et des guerres qu'on ne peut pas faire. Pour la raison que j'avais évoquée dans ma question sur l'équilibre. Non, je pense que militairement, on ne peut pas le faire. Militairement, on n'a pas les moyens militaires. Parce que l'armée syrienne... c'est trop loin, c'est trop compliqué. Très vite, Marc, et donc je pense qu'il partira sur une pression des dirigeants arabes. Et un petit mot sur un pays qui vous est cher, l'Algérie. On a l'impression que l'Algérie est imperméable au printemps arabe. Ça s'agite complètement autour, mais rien ne se passe à Alger. Pourquoi? Un pays qui m'est cher parce que c'est le pays de ma naissance. Je sais. Pas plus que ça. Oui, l'Algérie a tout entre les mains. C'est un pays avec un potentiel extraordinaire. Et comme souvent, les pays qui ont trop de richesses les gâchent. Ça a été le cas de l'Espagne au XVIe siècle. C'est le cas de l'Algérie aujourd'hui, qui gâche ses chances plus qu'aucun autre pays au monde. Mais vous pensez que ça bougera aussi? Un jour, mais je pense que ce sera le dernier. Merci Marc, merci Jacques Attali. On se retrouve dans quelques instants avec la chronique littéraire et les livres que nous présente Soumaya Benaïssa. Soumaya, bonjour, merci d'être là. Et alors aujourd'hui, on va parler d'un thème que Jacques Attali qui vous passionne, c'est les riches, l'argent, la morale sur fond de crise.
il revient toujours l'idée de moraliser le capitalisme. Soumaya, vous avez trouvé des ouvrages qui en parlent justement. Avec une question sous-jacente, les condamnations morales de la richesse sont-elles vraiment pertinentes? Alors on peut se poser la question et on peut penser que pas vraiment. À un niveau premier, on note un peu l'ambivalence du regard social sur la richesse entre envie et répulsion, mais plus fondamentalement, nous dit Philippe Steiner dans les rémunérations obscènes aux éditions Zone, ceux qui pensent que la crise des marchés financiers est un problème de moralisation des acteurs de la finance se trompent. Pourquoi? Parce qu'ils en font une crise des valeurs, là où il faut revenir à une lecture politique et économique. D'ailleurs, les hommes et les femmes politiques depuis 2008 ne s'y sont pas trompés, de Nicolas Sarkozy à Barack Obama, en passant par Angela Merkel, ils ont tous à un moment donné brandi la pancarte de la moralisation pour faire face à l'indignation. Or, quand on s'intéresse vraiment aux écarts de revenus obscènes entre le petit homme de l'économie ordinaire et le surhomme du capitalisme moderne, comme il l'appelle, ce qu'on note, c'est la déliaison démocratique. Aujourd'hui, les revenus sont disponibles, ils sont publics. On ne peut plus croire à l'égalité théorique face à tant d'inégalités économiques. C'est un constat qui est partagé par Thierry Pech dans Le Temps des riches, anomie d'une sécession. Alors lui, il emploie carrément le thème de sécession des riches. Aujourd'hui, ce qui se brise, c'est l'idée d'appartenir à un monde commun. On ne peut plus se comparer sous l'angle de la méritocratie et de l'égalité qui sont au cœur du pacte républicain. Donc, comme lui, on peut presque aboutir à cette conclusion. Sécession des riches, récession de la démocratie, c'est un vrai point de rupture. Vous êtes d'accord avec cette analyse, Jacques Attali? Oui, j'ai écrit ça il y a très longtemps en disant que nous étions dans un monde qui allait se diviser en 3 catégories. Les hyper riches, que j'appelle les hyper nomades, ou l'hyperclasse, c'était le mot que j'avais créé il y a 15 ans pour les désigner. Les infranomades, les très pauvres, et puis une classe moyenne au milieu. Et c'est vrai à l'échelle mondiale, il y a cet écart, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'état de droit. Et l'idée de croire que la morale peut jouer un rôle est absurde, parce que le capitalisme, par nature, n'est pas moral. Le capitalisme ne peut pas être moral, il est là pour gagner de l'argent. Le problème, ce n'est pas de moraliser le capitalisme, le problème, c'est de l'équilibrer, de le contrecarrer, de l'encercler, de le contenir à l'intérieur d'un état de droit. Il n'y a qu'un état de droit qui permet... D'où une fameuse gouvernance du monde. Qui peut être au moins national, savoir quel est l'écart de richesse toléré, quel est l'écart de richesse souhaité. Je serais intéressé par ces livres parce que je préside un prix littéraire qui s'appelle le prix Procope, que nous allons bientôt donner pour les livres de philosophie politique. Donc ces 2 livres m'intéressent. Alors, on vous donnera les coordonnées après. Donc, vous parliez, Soumaya, d'un point de rupture, un point de rupture qui pourrait se traduire par... un vote Front National. Oui, le point de rupture m'a interpellée parce qu'eux, ils sont sur l'idée de la moralité, ça justement. Ça fait écho à une enquête qui a été faite par Jérôme Fourquet il y a quelque temps sur les déçus de 2007, qui avaient voté aussi bien Nicolas Sarkozy que Ségolène Royal, et qui sont tentés aujourd'hui par le vote du Front National. Eh bien, c'est vrai qu'il y a eu un basculement fin 2010, début 2011. On était en pleine crise économique. Les chefs d'État proposaient donc de renflouer les banques sans contrepartie. Ça a été perçu comme ça. Eh bien, à ce moment-là, ce motif économique a été très fort dans la volonté justement de choisir Marine Le Pen en 2012. Donc c'est assez problématique et il faut évidemment prendre en compte. C'est un véritable point de rupture. Et qu'est-ce que vous pensez justement de ce risque populiste dans ce contexte-là? Il y a un vrai risque qu'on a vu dans beaucoup de périodes historiques, c'est-à-dire de considérer que les partis démocratiques sont à mettre dans le même... et ils sont tous coupables de cette crise et qu'ils n'ont pas fait ce qu'il faut et que donc ils font revenir à des mesures plus radicales. Mais comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas combattre la mort autrement que par la médecine. Et on ne peut pas combattre les injustices autrement que par l'état de droit. Une solution qui consiste à dire tous pourris ne conduirait qu'à recréer une nouvelle classe de privilégiés quelque part. Donc ce risque est là. Je pense que les Français quand même sont assez mûrs pour l'éviter. Mais enfin, je pense que s'il y a un second tour X contre Marine Le Pen, elle fera quand même entre 35 et 40% au second tour. Oui, elle sera... plus haut que n'était son père. Vous pouvez imaginer un 2002 à l'envers? Je pense qu'il y aura ici un X contre Marine Le Pen, elle sera très haut. Elle sera très haut. Juste une petite question très court sur le salaire maximum. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne solution? D'abord, il ne faut pas confondre salaire et revenu, et pas confondre revenu et patrimoine, parce que les revenus, c'est beaucoup plus large que les salaires, donc c'est très, 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 très compliqué. Je pense qu'une société qui n'est pas capable, par tous les moyens, en particulier fiscaux, de réduire l'écart au maximum à... Alors, certains disent 1 sur 20, 1 sur 30, mais il faut dire lequel. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est à 1 pour 1000, donc ça n'a pas de sens. Donc,
Un chiffre qui serait au maximum d'1%, 1 sur 100. Une société qui ne serait pas capable de faire ça n'est pas digne d'être appelée démocratie. Merci, merci Soumaya, merci Jacques Attali. On continue encore, et c'est un vrai marathon, dans l'aparté pour quelques instants, où j'espère vous livrerez quelques, non pas des secrets, parce que vous n'aimez pas ça, mais un peu de vous-même. À tout de suite.